Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Pouf pouf. Bonjour. Je m'appelle Hakim Demaï, je suis enseignant-chercheur au laboratoire de recherche et développement de l'EPITA, le LRDE. La plupart d'entre vous, a priori, m'avaient déjà eu d'une façon ou d'une autre en amphi. Juste à main levée, quels sont ceux qui m'ont jamais vu? Il n'y a pas de honte, hein. Tu avais le droit de lever la main, c'était pas une façon de commencer à vous noter avant même d'avoir commencé le cours. Ouais, vas-y. Ça fait un certain nombre d'années que je suis enseignant ici. Ça tient plus sur 4 bits. En unsigned, donc ça fait déjà un certain temps. Et le cours que vous allez suivre, je vais commencer par l'introduire, de façon à ce que ceux qui estiment que d'ailleurs ils peuvent partir, ils comprennent qu'ils peuvent partir maintenant. Je viens là-dessus dans un instant. Je vais aussi vous présenter Younes, qui est celui qui vous tourne le dos à la majorité d'entre vous, là, et qui vous cache ma prestance. Il est là pour que le cours soit enregistré, enfin quand il me suit, parce que là pour l'instant il ne fait pas, je ne sais pas si tu me suis. Ah, d'accord, ok. Wow, ouais, puissante la caméra. Donc il est là pour faire une captation du cours qu'on mettra en ligne de façon à ce que ceux qui veulent revoir des passages qu'ils n'ont pas bien compris ou des choses comme ça, enfin que vous puissiez le faire à loisir, sachant que c'est un cours dans lequel vous êtes invité à prendre des notes. Il ne va pas y avoir de planches qui seront distribuées, il y a bien un poly, je vais en parler dans un instant, mais le poly et le cours à l'oral ne sont pas identiques. Et il y a des choses qui passeront mieux si vous essayez de vous en souvenir en les ayant notées au moment où je les présente. Ce cours, il s'inscrit dans toute une filiation de cours qui a commencé l'an dernier pour ceux qui étaient en prépa ici, avec un cours qui s'appelle Théorie des langages rationnels, qui est consacré à la porte d'entrée du cours de théorie des langages, la catégorie ou la classe non triviale la plus simple dans les langages. On va voir que les langages, on peut les ordonner par complexité, et à part les langages vraiment triviaux, ridicules, typiquement les langages finis, la première catégorie de langages intéressants s'appelle les rationnels, et c'est ce qu'on a fait l'an dernier. Et là, cette année, on va aller au-delà, parce que il apparaît assez rapidement que les langages rationnels sont hyper puissants. Ils s'appliquent, ils sont puissants au sens où c'est une magnifique catégorie de langage qui a beaucoup de bons résultats, mais ils sont malheureusement impuissants au sens où il y a des problèmes qui nous intéressent qui ne sont pas en mesure de traiter. D'où le cours de cette année, on va aller au-delà de ce que savent faire les langages rationnels. Et ça va nous amener à traiter le cas de ce qu'on appellera des grammaires et de la production d'analyseurs syntaxiques, ou de parseurs si vous préférez, c'est-à-dire comment être capable de lire un texte structuré. Par structuré, j'entends un langage de programmation, un fichier XML, etc. Naturellement, ça va nous amener donc au cours de construction des compilateurs, qui est un des cours principaux de l'ingé à l'EPITA, dans lequel, comme son nom l'indique, on vous expliquera comment les compilateurs sont écrits depuis le point d'entrée, c'est-à-dire le langage source qui est donné par l'utilisateur, jusqu'à l'assembleur final, puisque là on parle d'un compilateur depuis un source haut niveau vers de l'assembleur, mais d'une façon générale le cours s'appliquera sur tous les processus de traduction de langage de programmation. Ce cours, construction des compilateurs, il est en 2 temps. La première partie, c'est ce qu'on appelle le front-end, c'est-à-dire vraiment toute la première moitié, grosso modo, du compilateur, où on va s'intéresser à analyser le texte qui a été tapé par l'utilisateur. Autrement dit, c'est la partie qui est consacrée au langage source. Et puis, il y a une deuxième partie qu'on appelle la partie terminale, qui, elle, est consacrée plutôt à la synthèse. Analyse de l'entrée, synthèse, c'est-à-dire génération du résultat dans le langage cible, donc typiquement l'assembleur. Et ça va être en 2 temps. Il y aura donc construction des compilateurs 1 et construction des compilateurs 2, à savoir front-end, partie frontale, et back-end, partie terminale. Ces 2 parties, elles seront accompagnées d'un projet dont vous avez probablement déjà entendu parler, qui s'appelle le projet Tiger, dans lequel on vous fait implémenter un compilateur pour un langage qui s'appelle le langage Tiger, dans un langage qui s'appelle le C++. On en parlera en long et en large quand le cours de construction des compilateurs débutera, mais dès maintenant, je voudrais insister sur le fait que le projet Tiger est hébergé en quelque sorte par le cours de construction des compilateurs, mais ça n'est pas
un projet qui est consacré, dont le propos est de vous faire implémenter un compilateur. Ce n'est pas le propos. Le propos, c'est de vous faire faire du C++, de l'ingénierie logicielle, apprendre à manipuler ce langage, apprendre à faire de la belle ingénierie logicielle sur quelque chose d'un petit peu important, d'un petit peu gros. Et il se trouve que les compilateurs, c'est un endroit merveilleux dans lequel on peut avoir une progression par tranche, puisque en gros, on le verra, un compilateur, c'est essentiellement un pipe, un certain nombre de modules qui se passent des représentations intermédiaires. Et donc, ça se prête très très bien à des rendus en cascade où on commence par la première partie du front-end, on progresse jusqu'à la fin du back-end. Donc vraiment, j'insiste, le projet de construction des compilateurs, le projet Tiger, le fait que vous fassiez un compilateur, c'est juste un moyen. L'objectif, c'est tout ce que ça vous fait mettre en œuvre. Écrire des tests, revenir en arrière pour corriger les erreurs que vous n'aviez pas vues et que les moulinettes et que les évaluations intermédiaires vous montreront. Être capable de faire du beau C++ et progressivement découvrir des secteurs que vous ne connaissiez pas forcément de ce langage, etc. Vraiment, il y a une petite fraction d'entre vous qui travaillera effectivement sur des compilateurs au sortir de l'école, ça existe, hein. Mais la grande partie d'entre vous n'aura jamais à travailler là-dessus. En revanche, toute la partie grammaire, les parseurs, etc., ça c'est quelque chose qui va concerner beaucoup d'entre vous, beaucoup plus que ce que vous ne pourriez croire pour l'instant. Mais de toute façon, encore une fois, le propos c'est moins de vous faire faire un compilateur que de vous faire faire du C++. Ne vous y méprenez pas. Voilà. Bonjour. Alors, je vais aller directement à ce que je vous disais il y a un instant, c'est que je vais inviter certains d'entre vous à sortir. C'est une invitation, c'est pas une exclusion. Forcément, le cours de THL qui vient en aval du cours de THLR, je ne peux pas tourner le dos aux gens qui viennent de l'extérieur et qui n'ont jamais vu THLR. Donc au moins cette séance et puis aussi pas mal de la prochaine, ça va être THLR au pas de course. Hein, ça va être beaucoup plus rapide que ce qu'on a fait l'an dernier. On ne va pas passer 10 heures sur les langages rationnels. Mais si vous estimez que vous baladez totalement dans les langages rationnels, je n'ai aucun problème avec le fait que vous preniez votre après-midi pour aller faire autre chose là maintenant tout de suite. Et puis le prochain cours aussi. Donc ceux qui veulent partir, je vous en prie, n'hésitez pas. Clément, pourquoi toi? Traître, tout quoi mi-fili. Justement, je lui connais. Non, vas-y, bien sûr, mais bien sûr, évidemment. Là, pour l'instant, le départ, ça va être essentiellement des révisions de ce qui a été fait dans THLR. Et après, clairement pas cette séance, ni la prochaine, mais probablement dans 3 heures, on va commencer, 3 ou 4 heures, on commencera à faire des choses vraiment nouvelles. Donc si vous êtes à l'aise avec les langages rationnels, vraiment allez-y, sans problème. Comme ça, là, Pardon? tu seras aussi rempli tous les lundis. J'espère qu'on aura de meilleures salles à l'avenir, je ne sais pas comment ça va se passer. Il paraît qu'on va avoir un amphithéâtre qui va être construit là-bas en face, et si on a de la chance... Ok, merci. Dans 1 heure. Il n'y a pas de table. Ah, j'ai la scène, Bien. Bon. Puisqu'on s'est débarrassé des indésirables, on va pouvoir s'attaquer à la partie intéressante des cours. J'aurais dû leur dire que évidemment à l'examen il y aura quand même des choses sur THLR, hein, mais je pense qu'ils avaient compris, quoi. J'ai insisté, si vous êtes à l'aise. Bon, un petit peu de métadonnées autour du cours avant de se lancer là-dedans. Donc moi c'est Hakim @lrde.epita.fr. Le labo, donc le LRDE, il y a une page qui s'appelle epita.lrde.epita.fr. Évidemment, le site web du labo, il est en .epita.fr, et comme le labo c'est LRDE, c'est lrde.epita.fr, et les pages qui sont faites pour les épitéens, elles sont évidemment dans epita.lrde.epita.fr. Et à cet endroit-là, vous arriverez sur une page qui présente les cours qui sont donnés par les gens du labo, donc THL, la théorie, l'algorithmique sur les graphes, programmation fonctionnelle, etc. Vous avez un portail qui vous envoie sur les supports de cours, etc. Donc cherchez là-dedans.
il y a des pages qui parlent de THL et en particulier il y a un poly qui est une extension de celui que vous connaissez pour ceux qui ont suivi THLR. Hein. Donc il y a un poly qui parle du cours de cette année. Il ne vous sera pas donné imprimé, faites le PDF, hein, faites-en ce que vous voulez. Il y a des exercices dedans. Si vous voulez réviser, c'est une bonne source d'information. Mais encore une fois, ce qu'on va faire ensemble au tableau, ce n'est pas rigoureusement ce qui est fait dans le poly. Donc restez quand même avec moi. En particulier, quand on sortira du domaine rationnel, je vais pas mal sortir de l'approche qui est présentée dans le poly. Ce qui ne veut pas dire que le poly est inutile non plus, mais voilà. Par ailleurs, notre organe de communication, normalement, c'est le newsgroup qui s'appelle epita.cours.compile. Epita cours compile, c'est là-dedans que je posterai des informations, etc. Alors, il semblerait que les newsgroups aient pris une baffe, on va regarder dans quel état il est, mais ça va quand même être là qu'il y aura des discussions si jamais il faut y avoir des discussions. Mon email, je vous le donne pour que surtout vous ne vous en serviez pas. Si vous avez des questions, alors d'abord elles sont les bienvenues dans la classe, ensuite n'hésitez pas à les poser autour de vous, éventuellement aux assistants, et en dernier ressort, si vraiment vous n'avez pas peur de tomber sur mon chien de garde qui protège l'entrée de mon bureau, vous pouvez m'envoyer un mail ou venir physiquement me poser votre question. Mais vous êtes nombreux, je suis tout seul, posez pas des questions triviales sans consulter ce qui se passe autour de vous. Autrement dit, quelque chose qui s'appelle RTFM, quoi. RTFM, et puis ensuite vous venez me voir sans problème. Toujours dans les métadonnées, je n'aime pas du tout venir faire un cours du genre, voilà, il y a une caméra et je parle que à la caméra, il n'y a personne dans la salle, juste je débite les informations. Ça n'a aucun intérêt. Je préfère vous faire accoucher du cours. Je préfère vous poser des questions et faire en sorte que vous réfléchissiez, que vous fassiez des erreurs, et c'est normal de faire des erreurs. Et les erreurs ont beaucoup de valeur. Ça a beaucoup de valeur, les erreurs, parce que c'est le moment où on peut arriver à comprendre pourquoi quelque chose qui paraissait être une bonne idée, en réalité, ce n'est pas une si bonne idée, ou quel est le problème, etc. Souvent, avoir tort, c'est le moment de comprendre pourquoi on a tort, et parfois, ça nous rend beaucoup plus intelligent que d'arriver directement à la bonne réponse. Donc, par pitié, quand je vous pose des questions, etc., forcément, vous allez, à un moment donné, me dire quelque chose qui n'est pas correct, mais c'est le but. C'est le but. Donc, s'il vous plaît, soyez interactif. Interactif, ça ne veut pas dire être bruyant, ça veut juste dire que n'hésitez pas à lever la main quand vous avez des questions, à me proposer des réponses à mes questions idiotes ou à me dire non, tu as complètement tort. Ça va dépendre du temps ça va dépendre à quelle vitesse on va être capable d'exécuter le cours, mais ça va m'arriver quand même assez régulièrement de vous mettre au tableau des trucs qui franchement, si c'était dans une copie, je vous mettrais 0 d'office. Si ça c'est la réponse à la première question, je ne corrige même pas le reste de la copie, c'est 0. Mais c'est fait exprès, c'est pour que vous réagissiez, et si vous ne réagissez pas, voilà, on va attendre qu'il y ait quelqu'un qui dise hey, c'est n'importe quoi ce que tu viens de dire. J'ai besoin de ça pour que on progresse ensemble. D'accord ? Vous aurez aussi compris, ça va avec l'idée d'essayer de faire d'accoucher les bonnes idées après la douleur des mauvaises, vous aurez compris que si vous avez déjà suivi le cours, suivez mon regard ceux de THLR, si vous avez déjà suivi le cours et que vous savez que vous avez la bonne réponse, pas parce que vous venez de la deviner, mais vraiment juste parce que vous la savez, vous l'avez déjà lu quelque part ou vous l'avez déjà entendu quelque part, ça ne m'intéresse pas. Quand je pose une question, c'est pour entendre des hésitations, c'est pour voir apparaître, pour que quelqu'un ait l'idée, mais vraiment ait l'idée et pas juste le souvenir de quelque chose. Donc je voudrais, s'il vous plaît, que vous respectiez cette convention. Les questions sont faites pour les gens qui ne connaissent pas les réponses. Voilà. Y a-t-il des questions ? Je vais essayer de le faire, mais je ne vais pas y arriver. Et puis si ça se trouve, vous ne connaissez pas, mais remarques, critiques, choses pas claires, un truc comme ça. Je m'en souviens jamais. C'est quoi le... C'est ça. Vraiment ? Ouais. Même critique ? Hein ? Ouais, 0. Ouais, voilà, ça commence. Pardon ? Remarque, question, chose pas claire. Remarque, question, chose pas claire. Voilà. Donc, dans n'importe quelle catégorie, n'hésitez pas à m'interrompre et puis on en discute. Bon, cela dit, étant donné qu'il s'agit... je vais bien aimer ces craies là, dis donc. Hein, ça va être sympa là. Puis à la caméra, ça va être beau. Je vais commencer par faire un petit impair par rapport à mon approche du cours. Étant donné qu'on veut aller un petit peu rapidement sur la théorie des langages rationnels, je vais peut-être vous faire moins accoucher que ce que j'ai fait l'an dernier. Autrement dit, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, ce qui veut dire que franchement, vous levez la main en me disant ça va trop vite, là il faut revenir sur quelque chose.
Ce cours ne peut pas débuter sans réfléchir à son titre, théorie des langages. Et dans théorie des langages, il y a 3 mots, dont un qui est particulièrement inintéressant, je vous laisse deviner lequel. Il y en a 2 autres dont il va falloir discuter un petit peu. Théorie, langage. Théorie, comprendre, mathématiques. Comprendre, formel. Comprendre, rigueur. D'accord ? D'ailleurs, ce cours, typiquement en anglais, c'est un cours qui est absolument universel dans tous les cursus d'informatique. Souvent, il s'appelle Formal Languages. C'est langage formel, la théorie des langages formels. Donc vraiment, la première chose à comprendre dans théorie et langage, c'est qu'on va faire des mathématiques des langages. Et c'est hyper important. C'est hyper important parce qu'on est en train de poser les bases au-dessus desquelles on va poser ni plus ni moins que, en tout cas nous épithéens, on verra que ce cours peut servir à d'autres catégories, à d'autres corps de métier, à d'autres domaines de la science, mais en tout cas nous en tant qu'informaticiens, c'est quelque chose sur lequel on va appuyer toute la théorie des parseurs. C'est-à-dire les analyseurs de textes et typiquement des textes qui sont des sources dans un certain langage de programmation. Donc vous comprenez bien qu'on est juste en train de poser les premières briques qui vont nous amener à pouvoir faire des compilateurs. Un compilateur, ça sert à quoi ? Ça sert à prendre un certain programme dans un langage de programmation et à faire en sorte que ce soit exécutable sur une machine. Autrement dit, tous les programmes, il y a peu d'assembleurs en réalité dans le monde, tous les programmes ou presque qui sont des programmes qui gèrent de la vie humaine sont écrits dans un langage de programmation de haut niveau. Même le C à certains égards. Je ne le dirai pas souvent ça, et peut-être je demanderai à ce qu'on l'efface de la caméra, mais le C d'un certain point de vue peut être considéré comme un langage de haut niveau. Il y a quand même Camel et les autres qui sont là-bas, mais bon, c'est pas l'assembleur, quoi. C'est au moins 2 mm au-dessus de l'assembleur. Donc le C, etc., tous ces langages-là sont des langages dans lesquels vous allez écrire la gestion des métros, la gestion des commandes dans un avion, ou le Eurocontrol, la gestion des couloirs aériens, etc. Vous comprenez bien que des vies humaines dépendent du comportement correct de programmes. Et ces programmes, non seulement il y a intérêt à ce qu'ils soient corrects et qu'il n'y ait pas de problème à l'intérieur, qu'ils ne soient pas buggés intrinsèquement, mais ce serait bien aussi que le compilateur ne vienne pas rajouter des bugs par derrière, quoi. Et donc évidemment, il est absolument indispensable qu'on puisse poser nos compilateurs, qu'on puisse poser un des outils qui indirectement gère la vie de chacun d'entre nous sur quelque chose qui soit absolument solide au sens mathématique du terme. On ne veut pas juste dire c'est bon, ça fait 30 ans qu'on le fait, j'ai mis une emmerde, ça marche, quoi. Non, c'est déjà arrivé qu'il y ait par exemple le central téléphonique américain qui s'effondre après avoir vécu pendant des dizaines d'années sans tomber sur de bugs. C'est déjà arrivé que, oh tiens, ce bug-là il est super vieux, on ne l'avait jamais vu venir et ils ont mis super longtemps avant de comprendre d'où il était, mais sur un pays comme les États-Unis, quand le téléphone tombe, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui ne peuvent pas appeler au secours, il y a des appareils de contrôle médicaux à la maison qui cessent d'être en contact avec leur serveur, etc. Enfin bref, il se passe des choses hyper graves et on ne veut pas ça. Donc on est vraiment en train de faire de la mathématique du langage et c'est super important de comprendre qu'on a besoin de ça parce qu'on a envie de rester en vie, tout simplement. Après, évidemment, une fois qu'on a compris que théorie ça signifiait mathématique, il faut se poser la question de ce que signifie langage. Alors langage, celui-là, je vais quand même vous poser les questions, surtout à ceux qui ne connaissent pas le cours. Redénoncez-vous. Ah, il y en a un petit peu plus que... à votre avis, c'est quoi un langage? Les autres connaissent la réponse, vous pouvez commencer à sortir des sudoku ou je sais pas quoi, mais c'est quoi un langage? C'est une façon de traduire des commandes textuellement. C'est une façon de traduire des commandes textuellement. C'est pas faux, mais je sais, j'ai un peu du mal à tirer essaye de te paraphraser, de le dire d'une autre façon. On veut exécuter un certain nombre d'actions et on veut les écrire d'une façon plus simple. Alors dans ce cas-là, mais viens Pedro. Je voudrais Pedro sur la caméra. Vas-y, chope Pedro avant qu'il s'en aille. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a malheureusement déjà un premier biais dans ce que tu dis, mais c'est normal, on est en train de chercher, qui est que ça y est, tu es tout de suite parti sur l'informatique et sur les langages de programmation. Et en réalité, évidemment, c'est ce qui nous concerne, nous, au premier chef. Mais dans le langage, il n'y a pas marqué langage informatique. Donc dans le langage, en fait, on va s'intéresser à plein de types de langages différents. Bon, allez,
parlons, on va commencer par les langages de l'informaticien. Évidemment, il y a tous les langages de programmation. Là-dedans, il y a les langages compilés, mais il y a aussi les langages interprétés. Donc voilà, on a le C++, on a Python et les autres. On a aussi des langages qui ne sont pas des langages de programmation, mais qui sont quand même des langages structurés. Prenez SQL par exemple, qui est un langage métier, qui est un langage spécifique pour faire du travail sur les bases de données. On a des langages comme Dot, que vous connaissez peut-être, dans le monde GraphViz. C'est un langage dans lequel vous décrivez un graphe et la suite d'outils GraphViz vous permet d'en faire des rendus élégants en essayant de placer les nœuds et les arêtes dans des endroits qui fassent que ce soit léger et intelligible. Vous connaissez des outils comme Tech, comme LaTeX, comme Roff. Roff, c'est la syntaxe avec laquelle on écrit des pages de manuel, les man pages. Voilà. Il y a plein d'outils comme ça qui ou bien décrivent finalement ce que tu appelles des commandes, que ce soit SQL, que ce soit le shell, que ce soit C#, mais aussi des données structurées. Données structurées comme Dot, comme Roff. Tech, LaTeX, c'est un peu bâtard parce que c'est à la fois une description de données. C'est aussi un langage de programmation. Pareil pour PostScript, c'est un langage de programmation en plus d'être un langage de description de données. Enfin, c'est surtout un langage de programmation d'ailleurs. Non, il manque des chaises et des tables, c'est un truc de fou, quoi. Bah ouais. Mais bon. Je suis navré, je te laisse continuer. Oh, pas de souci, c'est pas toi. En matière de format de description de données, quelle est la superstar au monde, celle qui est la plus utilisée aujourd'hui? Je crois avoir entendu. C'est des langages comme HTML. C'est probablement le langage structuré le plus transmis, le plus traité qu'il peut y avoir au monde. Les quantités des terras, des exabytes de données en HTML qui doivent être véhiculées dans le monde. D'une façon générale, les HTML, les SGML et tout ça, les YAML, les JSON, tout ça c'est des langages de description de données. Bon bah voilà, on a envie de faire en sorte que tout ça, ça marche bien. Mais il n'y a pas que les informaticiens. Si vous regardez en termes de langage artificiel, clairement les mathématiciens étaient arrivés là depuis fort longtemps. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée géniale d'inventer les opérations infixes. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée géniale d'écrire les entiers dans une base, plutôt que de faire par exemple les systèmes qu'avaient eu les Romains, ou simplement de faire en base 1 autant de bâtons qu'on voulait donner d'unités. Il y a quelqu'un qui a eu l'idée géniale d'inventer la notation des dérivés. Syntaxiquement, on n'écrit pas n'importe quoi. La notation de Leibniz, là, en D sur dx, etc. On ne peut pas faire n'importe quoi. Pareil pour les intégrales multiples, etc. Vous voyez, quand vous réfléchissez à ce que ça peut être qu'un énoncé mathématique, et puis rajouter aussi, je sais pas moi, la logique booléenne là-dedans, vous avez des phrases, vous avez un certain nombre de symboles que vous pouvez composer pour dire quelque chose, mais on n'a pas le droit de mettre les symboles dans n'importe quel sens, dans n'importe quelle direction, dans n'importe quel... Il y a une structure quelque part, et les mathématiciens, il faut bien qu'ils puissent exprimer quelque part la structure de leurs énoncés. Mais il n'y a pas que ça. Évidemment, derrière le mot langage, il y a quand même des gens qui étaient là depuis bien longtemps, bien avant les informaticiens. Et d'ailleurs, l'essentiel des résultats que je vais vous montrer viennent de ces gens-là et pas tellement des informaticiens. Il y en a plein qui viennent d'informaticiens, mais pas que. Les gens qui étaient loin avant les informaticiens à étudier le langage, c'est évidemment les linguistes. Les linguistes, à savoir les gens qui s'intéressaient aux langues. En français, on fait plutôt la distinction entre les langues naturelles et puis les langages artificiels, mais ça rentre complètement dans le cours de théorie des langages, de pouvoir traiter de la structure d'une langue humaine. D'accord ? Et puis il y a des trucs vraiment tout bizarroïdes que vous ne voyez pas forcément venir, comme la génétique. Ben oui, la génétique, les brins d'ADN, vous savez que c'est en gros un mot écrit en alphabet de 4 lettres. Et on a du travail à faire dessus, de la recherche de motifs. Il y a des choses vraiment qui, vous connaissez pour la plupart grep, on a envie de faire du grep sur des motifs d'ADN. Sachant que les généticiens, quand ils sont arrivés, ils ont posé des questions nouvelles sur des domaines où on estimait que ça y est, depuis les années 60-70, on connaissait les réponses, on a les algos, c'est pas la peine de continuer à travailler là-dessus, on sait faire. Non, les généticiens, ils sont arrivés, et déjà, les informaticiens, à l'époque, mégaoctets, c'était déjà gros. Mais quand il y a les généticiens qui arrivent avec leur brin d'ADN, vous voyez qu'on est sur des ordres de grandeur qui sont complètement différents. Et
ce qui était satisfaisant en termes de performance d'algorithme à l'époque ne l'était brutalement plus. Puis par ailleurs, il se pose des questions nouvelles. grep, je cherche un motif. Exactement. Mais dans la génétique, il y a des mutations. Et parfois, on veut faire une recherche approchée. Et ah tiens, ça c'était quelque chose auquel on n'avait pas forcément pensé auparavant. Et donc, ils ont relancé comme ça une recherche, un certain type de recherche dans le domaine des langages, parce qu'ils avaient des questions nouvelles. Et tant mieux, hein, c'est très bien comme ça. Juste pour donner d'autres exemples, pour vous dire qu'il y a plein de domaines où on ne le voit pas forcément venir. Mais par exemple, dans les systèmes de détection d'intrusion sur les ordinateurs, il y a toute une gamme d'outils qui regardent les logs de votre machine, qui regardent les connexions, enfin tout ce qui est en train d'arriver sur votre machine, et qui recherchent un certain type de motif. Et ils ont des espèces de grep. Alors eux, c'est très étrange, leur approche, c'est plutôt, ils considèrent comme si la ligne était une unique lettre, et puis ensuite les mots, c'est ce qui est représenté par la succession la succession des lignes. Mais voilà, on parlera aussi à un moment donné de model checking. Je vais m'arrêter là. Tout ça pour vous dire que non, on ne va pas se restreindre au simple cas de langage de programmation dans lequel on exprime un certain nombre de commandes. Après vous avoir présenté ces différents types de choses qu'on pourrait appeler langage, est-ce que quelqu'un a une idée de finalement c'est quoi un langage ? Je parle à ceux qui ne savent pas. Quel est le point commun derrière toutes les choses que j'ai dites ? Une syntaxe définie et un certain nombre de règles à respecter. Alors ça c'est très bien, mais on ne va pas y arriver tout de suite. On a envie de pouvoir parler de structure, on a envie de pouvoir parler de syntaxe, mais là on est dans les toutes premières minutes de ce cours et il va falloir qu'on arrive à définir langage. Et si on part sur ta définition, ça veut dire que ma définition de langage va devoir reposer sur le fait que j'ai déjà défini syntaxe, structure, etc. On ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver parce que déjà on n'aura pas défini le domaine à l'intérieur duquel on va vouloir travailler. Et ça va nous poser un problème. Par ailleurs, ça nous pose un problème qui est que ça va nous empêcher de voir qu'on a des œillères. Ce que je veux dire par là, c'est que imaginez, c'est la métaphore habituelle que j'utilise, hein, imaginez qu'on soit en train d'essayer de définir ce que c'est qu'une figure dans le plan. Et toi tu me dis, une figure dans le plan c'est quelque chose qui obéit à certaines règles. Disons que tu es en train de me dire, c'est ce que je peux arriver à faire avec des lignes brisées. Bon, très bien, ça c'est une définition, ce que c'est qu'une figure dans le plan, c'est ce que je peux faire avec des lignes brisées. Après, une question naturelle, c'est de se poser la question de est-ce que je suis capable de représenter toutes les figures dans le plan ? J'ai un système de définition de figures dans le plan, les lignes brisées, j'ai qu'à lister ou me donner un algorithme qui pose les lignes brisées. Est-ce que ça me permet de représenter tout le monde ? La réponse est, là je pose la question à tout le monde, est-ce que ça me permet de représenter toutes les figures possibles ? Non. Si. Ça me permet de représenter toutes les figures possibles. Pourquoi ? Parce que j'ai défini les figures possibles comme étant ce que je peux faire avec des lignes brisées. Maintenant, autre question. Est-ce que ça permet de définir tout ce que vous pensiez être des figures ? Non, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire on peut pas faire les courbes qui ne sont pas des... on ne peut pas faire les arcs de cercle, toutes les choses qui ne sont pas justement un certain nombre de lignes brisées, donc de segments. Donc, en fait, le problème que pose cette définition, c'est que ça nous condamne à avoir qu'un seul type de figure, à savoir les figures que je peux fabriquer avec les primitives que je me suis données, comme par exemple les lignes brisées. Il faut qu'on arrive à trouver une définition qui oublie tout ça et qui soit très éloignée de ce que ça peut être que la syntaxe, etc. Donc vraiment, il y a deux raisons pour lesquelles je rejette cette approche. Elle est intéressante et il faut qu'on la garde en tête parce que c'est elle qui va guider tout le reste du cours, mais pas aujourd'hui, plus tard. Je la rejette donc pour deux raisons. La première, c'est qu'elle nous met des œillères. Elle nous empêche de voir les choses qui ne rentrent pas dans notre définition. La deuxième, c'est que ça commence tout de suite par être compliqué. Qu'est-ce qu'on va appeler des règles ? C'est quoi la syntaxe ? C'est quoi une grammaire ? Et on va voir qu'en réalité, il y a plein de définitions différentes de ce que peut être une grammaire, ce qui nous donne plein de définitions différentes de ce que c'est qu'une figure. Enfin, pas une figure, mais un langage. Et là, ça commence pas bien, quoi. Si j'ai déjà devant moi plusieurs définitions possibles de langage, comment est-ce qu'on sait laquelle est la bonne, laquelle est meilleure que l'autre ? Enfin, il y a un truc qui ne va pas. Donc on va rejeter tout de suite les idées de définir les langages par leur structure. Ce n'est pas une bonne approche. J'en reviens à la question que j'avais posée, c'est qu'est-ce qu'il y a de commun entre les langages de l'informaticien, le langage du mathématicien, du linguiste, du généticien,
de l'analyseur de log, etc. Qu'est-ce qu'il y a de commun? Oubliez l'analyseur de log, c'est peut-être celui qui est le plus discutable. Il y a un alphabet. La chose qui est, le point commun qui est derrière toutes ces choses-là, c'est d'abord, je ne suis pas en train de parler de la parole. Je ne parle pas de la parole. À la rigueur, rien ne m'empêche de traiter la parole, mais à condition d'en avoir fait une translittération, à condition d'en avoir fait une transcription sur un certain alphabet. L'alphabet phonétique ou ce que vous voulez, ou le français ou l'épithéen, enfin, choisissez la structure que vous voulez, mais en tout cas, quelque chose qui va être de l'écrit. Et quand on parle d'écrit, le point de départ, c'est d'avoir un alphabet. C'est d'avoir un certain nombre de lettres qui sont nos atomes, et c'est à partir des atomes qu'on va pouvoir construire tout le reste. D'accord ? Alors, on a l'alphabet, on veut toujours définir langage. Et là, je repose la question à nouveau à ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la bonne réponse. Hein. C'est très bien, on a posé alphabet. Mais je voudrais qu'on revienne sur, c'est quoi un langage dans ce cas-là? Parce qu'il y a une autre tentation qui est très importante, il faut qu'on en discute tout de suite. C'est quoi l'autre tentation quand on a envie de définir ce que c'est qu'un langage? Il y a celle de dire, c'est quelque chose qui a de la structure, de la syntaxe. Mais quoi d'autre? La première idée, c'est de me définir un langage par ce à quoi ça sert. Un moyen de véhiculer une information, un moyen de transporter, un moyen de coder de l'information. On est d'accord? C'est quand même fondamentalement à ça que sert un langage. C'est vrai. Mais il ne faut surtout pas qu'on aille par là non plus. Pour plusieurs raisons. Déjà, finalement, quand on vous demande de définissez-moi l'arithmétique. Bon, on va se mettre tout de suite d'accord. Hein. L'arithmétique, c'est les nombres entiers plus moins multipliés divisés. D'accord? C'est comme si je vous demandais définissez-moi l'arithmétique et vous me dites bah, c'est ce qui me permet de faire ma liste de courses et de savoir combien je dois payer à l'arrivée. On n'a pas défini ce que c'est, on a juste dit à quoi ça servait et en fait on n'a rien défini du tout. Donc c'est une tendance absolument naturelle de vouloir définir les langages par ce à quoi ça sert, mais en réalité on n'a rien défini du tout quand on fait ça. Bon. Si on veut définir vraiment en disant que ça transporte du sens, alors ça veut dire qu'il faut arriver à mathématiser le concept de sens. Ce qui se fait, hein. Ça s'appelle la sémantique. Dans les grandes dichotomies du monde de l'informaticien, il y en a une que je voudrais d'entrée de jeu que vous gardiez dans votre tête et on va s'en servir souvent, c'est il y a syntaxe versus sémantique. La syntaxe c'est l'écrit, la sémantique c'est le sens. Syntaxe signifiant, sémantique signifié. D'accord ? Et on est dans un cours du signifiant, on n'est absolument pas dans un cours du signifié. On ne va pas du tout, jamais dans THL se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire. La seule chose qui va nous intéresser, c'est quelle est la structure de cette chose-là. Pourquoi on ne veut surtout pas aller dans qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la sémantique d'une expression arithmétique? C'est quoi la sémantique d'une expression arithmétique? C'est facile. La sémantique de 1 plus 2 fois 3, c'est 11. J'ai entendu 11. Qui dit mieux? 7. T'étais peut-être en base 6, je sais pas. Non? En général, 1 plus 2 fois 3 est égal à 7. Et 7, c'est la sémantique de 1 plus 2 fois 3. C'est vraiment ce que ça représente. Et 7, vous le connaissez bien, et vous connaissez bien cet espace sémantique de l'arithmétique parce que ça s'appelle Z. Et que vous avez déjà étudié Z, l'ensemble des entiers relatifs, sous toutes ses coutures. C'est un bel espace mathématique, vous connaissez plein de ses propriétés, etc. Très bien. Quel est l'espace sémantique dans lequel s'inscrit l'ensemble des programmes Camel? C'est quoi la sémantique d'un programme Camel? On va y arriver. On va y arriver pour une bonne raison, qui est que Camel est un langage qui a été conçu par des chercheurs qui avaient de solides fondations mathématiques et qui tiennent à faire en sorte que leur langage soit parfaitement et rigoureusement défini. Donc ils ont fait un langage dans lequel le sens mathématique de chacun de vos énoncés syntaxiques est parfaitement défini. D'accord ? Maintenant, si vous prenez un langage qui n'est pas un langage de chercheur, mais un langage plutôt famille industrielle, prenez le C, prenez C++, bonne chance, prenez COBOL. Tous ces langages-là sont des langages qui n'ont pas de bonne définition mathématique et vous n'allez pas arriver à définir ce que c'est que le sens d'un programme COBOL. Même titre, c'est quoi la sémantique d'une phrase d'une langue naturelle?
Alors souvent, on a envie de modéliser ça par des propositions de logique. Par exemple, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, et ainsi de suite. Bon, ça, on devrait arriver à représenter la sémantique avec des propositions, mais une phrase comme « cette phrase est fausse ». La modéliser dans la logique, ça ne le fait pas très bien, parce que de dire que l'énoncé est faux, c'est dire qu'il est faux, que cet énoncé est faux, donc il est vrai. Mais si l'énoncé était vrai, il dirait, étant donné qu'il faut écouter ce qu'il dit et qu'il dit qu'il est faux, il y a un truc qui ne va pas. On vient de faire un énoncé qui est en autocontradiction. Pour le représenter mathématiquement, ça va être un tout petit peu douloureux. Ok, soit, admettons qu'on y soit arrivé. C'est quoi la sémantique d'un brin d'ADN? L'espace mathématique, etc. On ne va juste pas y arriver. On ne va pas arriver à définir on va pas arriver à définir rigoureusement nos espaces de sens et tout ça. Ce qui fait qu'on est déjà en train de se perdre dans des détails ou dans des choses qui sont hyper compliquées alors qu'on en est à la première heure de ce cours, quoi. C'est trop difficile, il y a trop de généralités. On va surtout éviter de jamais parler de sens. La sémantique, ce n'est pas un problème de théorie des langages. La sémantique, c'est un problème de construction des compilateurs. Là, bien sûr, un compilateur, il a intérêt à avoir compris ce qu'il a lu pour pouvoir continuer à faire la traduction et aller vers le code final. Mais quand vous allez faire, je sais pas, la bistromatique, si jamais vous faites la bistromatique, ou des calculatrices ou Evalex d'une façon générale, vous allez évidemment vous poser la question de quelle est la sémantique d'un énoncé arithmétique. Quand vous allez éventuellement travailler sur des expressions rationnelles, vous poserez la question de quelle est la sémantique d'une expression rationnelle. Mais à chaque fois, ça va être dans un domaine particulier, et là, vous aurez des outils qui sont adéquats pour pouvoir représenter ce qui vous intéresse. Toujours est-il que le sens, il viendra toujours après la syntaxe. On va faire un cours qui est exclusivement consacré au signifiant, et on ne verra pas le signifié dans le cadre de THL, parce que c'est juste trop tôt. D'abord, on observe les constructions et puis ensuite on verra ce que signifient éventuellement ces constructions dans les cours qui leur sont consacrés. J'en reviens à ma métaphore qui vaut ce qu'elle vaut sur les figures. Si je vous demande c'est quoi une figure dans le plan, quelqu'un de très lyrique qui pourrait me dire, en pensant par exemple à une peinture, c'est une œuvre picturale qui emmène le regardant dans un certain voyage intellectuel en lui rappelant des choses de la mythologie ou de l'histoire chrétienne, etc. Et c'est vrai, effectivement, une figure, d'un certain point de vue, c'est aussi un message qui fait appel à notre connaissance commune et qui nous... J'essayais de définir une figure en 2 dimensions, j'étais en train de me partir dans un délire artisto-philosophico, je sais pas trop quoi. On va pas s'en sortir. On veut rester sur la structure. On n'est pas dans le sens, on va rester sur la structure. Ça, je voudrais vraiment que vous gardiez ça dans votre tête. Ce sont des désirs naturels, mais on ne va pas définir un langage avec quelque chose qui est de l'ordre de la structure, parce que on arrive dans ce monde, on ne le connaît pas, on va l'explorer, et puis on va voir s'il y a des endroits structurés. 2, on ne va pas parler de sens, parce que je voudrais faire de la théorie des langages, je voudrais mathématiser ce qu'on va raconter. Et donc ça voudrait dire qu'il faudrait arriver à mathématiser le sens, et premier jour de THL, c'est juste un tout petit peu vachement ambitieux, on ne va pas y arriver d'une façon générique. Et 3, c'est un corollaire de 2, on ne va pas parler de communication non plus. Parce que de dire qu'un langage, c'est ce qui permet de communiquer depuis un émetteur vers un récepteur, c'est une façon de dire que le sens qui était dans la tête de l'émetteur a été correctement codé dans un message et correctement décodé à l'arrivée pour redonner le sens qui avait été envoyé au départ. Mais ça y est, on est reparti pour parler de sens. On ne va pas non plus parler de communication. La communication, c'est le transport de sens réussi. Très bien, je comprends ça. Mais on n'a rien défini du tout et ce n'est pas ça qui va nous permettre de parler de langage. D'accord ? La seule chose sur laquelle on puisse s'appuyer jusqu'à présent qui a été posée, c'est alphabet. Encore faudrait-il définir un peu rigoureusement ce qu'on appelle un alphabet. Bon là, vous connaissez tous la réponse. Même les gens qui n'ont pas le droit de parler ont le droit de parler. Allez-y, c'est maintenant. Des symboles. Un ensemble de symboles. Ce qu'on va appeler un alphabet, et en ce qui concerne ce cours, au moins dans la première partie, on l'appellera sigma. De dire que sigma est un alphabet, c'est de dire que c'est un ensemble de symboles. Ces symboles, typiquement, je les appellerai, je ne vais pas mettre la collade, mais je les appellerai A, B, C, etc. Des minuscules latines en début d'alphabet. Pas besoin de regarder très longtemps pour constater qu'il y a un gros trou U. Et dans le trou U, je vais écrire
Un trou, excusez-moi. Signifiant, signifié. Pardon ? Fini. On va prendre un ensemble fini de symboles. Un alphabet, c'est un ensemble fini de symboles. C'est le cas dans la génétique. C'est le cas dans l'informatique. Parfois, c'est pathologique dans l'informatique, on s'intéresse à juste l'alphabet 0,1 par exemple. Vous savez bien qu'on peut arriver à coder n'importe quel alphabet fini sur 0,1. D'accord ? Donc, les mathématiques, il y a un alphabet qui est fini. Le français, il y a un alphabet qui est fini. Quelle taille ? 26. Non, j'espère que c'est clair pour tout le monde que le français ne s'écrit pas en 26 lettres. Bon, parfois, l'épithéen en SMS s'écrit en peut-être même 23 lettres ou un truc comme ça. On ne se sert pas des X pour les pluriels ou les QU, c'est trop compliqué, on met un K. Mais de toute façon, fondamentalement, quand on regarde le français tel qu'il est écrit, il n'y a pas 26 symboles, c'est pas vrai. Déjà, il y a plusieurs types d'accents sur le E, sur le A, sur le U, sur le O. Enfin, pratiquement toutes nos voyelles ont le droit à des accents. Marinette, c'est la dame qui habite en bas de chez moi. Je suis au 5e étage, elle habite au 4e, elle a 85 ans je crois, et elle fait des mots croisés, et de temps en temps il y a des définitions qui la fait marrer, elle me les raconte après. Et une des définitions c'est les garçons en ont une et pas les filles. Ah ouais, mais en fait c'est cédille, hein, dans garçon. Donc voilà. Il y a des lettres qui ont des choses comme le cédille. Évidemment, pour écrire correctement, il y a des majuscules et des minuscules, donc vous voyez déjà l'alphabet a explosé. Mais ce n'est pas tout. Il va falloir vraiment comprendre que dans le contexte de ce cours, tous les caractères comptent. Espace, virgule, point d'exclamation, point d'interrogation, tous les guillemets, etc. Le support de la langue française écrite, c'est beaucoup plus que 26 lettres. On a toujours triché en disant 26 lettres, il faut être honnête. On en a plus que ça, il y a les accents. Bon, en même temps, il y a un vrai sens derrière l'idée de dire 26 lettres. C'est quand vous prenez un dictionnaire, il y a 26 catégories points. Ça pourrait vous surprendre, mais si vous avez regardé un dictionnaire espagnol, par exemple, le N et le N tilde, ce sont 2 lettres. Et ça se concrétise par le fait que dans l'ordre alphabétique, ils ne se mélangent pas. Il y a les pages qui commencent par N et puis les pages qui commencent par N tilde. Ou même le L et le double L sont considérés comme 2 lettres en espagnol. Enfin, le double L est une lettre et le L est une lettre. Donc dans un dictionnaire, c'est séparé. Donc on peut comprendre aussi quand on parle de 26, mais en tout cas d'un point de vue THL, c'est complètement faux. On a besoin d'un alphabet qui est beaucoup plus grand que ça. D'accord ? Donc on a posé alphabet. On veut définir langage. Comment est-ce qu'on va y aller? Comment est-ce qu'on va faire le pas? C'est l'endroit, c'est le pitfall, hein, c'est l'endroit où il y a du danger à vouloir dire grammaire, syntaxe, règles, transformation, etc. Vous en avez envie. Et c'est légitime. Mais encore une fois, on va rester loin de la structure parce que c'est trop tôt, on n'est pas capable de la traiter. Donc on va être totalement agnostique, on va exprimer le moins d'avis possible qu'on puisse imaginer sur une phrase. Ce que c'est qu'une phrase? Phrase. Phrase, dans le français, chez les linguistes, ça a un sens qui est très clair. Dans un énoncé mathématique, bon, bref, une phrase, ça commence à être discutable. Une phrase dans un langage de programmation, c'est pas bien clair ce que ça veut dire. Une phrase en génétique, bon, déjà, on constate que rien que de vouloir parler de mots, de phrases, de paragraphes et tout ça, c'est déjà vachement orienté sur un certain type de langage, à savoir les langues. Ben même ça, on va le jeter, c'est déjà trop de structure. Au total, il reste quoi? Il reste le fait qu'on va parler de choses qui sont des successions de caractères, point, des successions de lettres. Et ça, on va appeler ça un mot. Et ce sera la seule forme de structure qu'on va accepter. Si on parle de choses qui sont des successions de lettres, et on va appeler ça un mot. Et si vous avez bien écouté tout ce que je viens de dire, il fait beau, c'est un seul mot. Un seul mot, avec la lettre I majuscule, L minuscule, espace, F et la suite. Mais vis-à-vis du cours de théorie des langages, l'énoncé ou l'écriture « il fait beau », c'est un seul mot avec autant de lettres, y compris le point final qui est là derrière, c'est une lettre. D'accord ? Ça, c'est une modélisation possible. Il y a une deuxième modélisation qui est tout à fait possible et qui est aussi intéressante complètement à part entière, hein, c'est de considérer que « il fait beau » est un mot de 3 lettres. La lettre il, la lettre fait et la lettre beau. C'est une autre modélisation qui va être extrêmement intéressante plus tard, dans lequel ce mot est décomposé en lettres qui sont nos mots habituels et le mot est la phrase habituelle.
Mais vous voyez, il va falloir faire attention et être vigilant sur le vocabulaire. Quand on est dans le contexte de THL, ce qu'on appelle un mot, c'est juste une succession de caractères et ce n'est pas un mot au sens habituel. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un mot au sens THL du C++? C'est un programme. C'est exactement un programme. Qu'est-ce que c'est que le C++? Ben, c'est l'ensemble des programmes qui sont valides. D'accord? C'est l'ensemble des programmes valides. Et donc, on va appeler mot ce que c'est qu'un programme tout entier. Qu'est-ce que c'est qu'un mot de l'arithmétique? 1 plus 2 fois 3. Ça, c'est un mot de l'arithmétique. Et ainsi de suite. Donc, on va simplement dire, la vertu de ça, c'est qu'on a un vocabulaire qui est très simple. De dire que U est un mot sur sigma, on va toujours préciser l'alphabet sur lequel on est en train de travailler. Ça va signifier que c'est une suite finie dans sigma. Alors, j'ai dit séquence plusieurs fois, de dire qu'un mot est une séquence. Bah, une séquence, les mathématiciens, ils appellent ça une suite. Il y a quelqu'un qui est envoyé à partir de 0. Une suite, c'est jamais une fonction depuis n vers un certain espace, vers un certain ensemble. Ici, mon ensemble, c'est sigma. Donc, par exemple, il fait beau, c'est en 3 lettres. C'est 0 qui envoie sur il, 1 qui envoie sur fait, et puis 2 qui envoie sur beau. Mathématiquement, un mot, c'est une suite. Et d'entrée de jeu, on va évidemment poser qu'on parle de mots qui sont des suites finies. Ce sont des suites finies. On travaillera, et je ne dirai plus jamais fini, c'est implicite dans le contexte de ce cours, on parle de mots qui sont finis. On va éliminer tout de suite la discussion de quels sont les cadavres, de qui on ne parle pas dans ce cas-là. Bon, déjà, regardez qu'on a parlé de tous les gens qui nous intéressaient. Hein. On parle de tous les langages de programmation. Présentez-moi ne serait-ce qu'un compilateur qui accepte de compiler un programme infini et qui fasse quelque chose d'utile. Présentez-moi un brin d'ADM infini. Déjà, physiquement, ça veut dire qu'il a rempli l'univers. Hein. Déjà, l'univers étant fini, on a un problème. Mais c'est déjà quand même un beau brin d'ADN. Belle bête. Je sais pas, l'arithmétique, on va jamais s'intéresser à travailler sur des énoncés arithmétiques infinis. Etc. Déjà, toutes les catégories dont j'ai parlé qui nous préoccupent, elles sont évidemment là-dedans. Il n'y a aucun énoncé infini. Quels sont les gens dont on n'a pas parlé qui pourraient être intéressants? Par exemple, l'ensemble des réels écrit en base 10. Bah oui, pi c'est 3,14 et ça s'arrête pas. Pi écrit en base 10, c'est pas un mot. Donc déjà, des ensembles, des choses qui peuvent s'écrire, qui pourraient s'écrire infiniment comme R, eh ben, ils ne rentrent pas dans le cours. N, en revanche, aucun problème. Q, aucun problème. Bah, Q, vous pouvez le représenter soit comme étant N / quelqu'un d'autre, ou même de dire un tiers, c'est 0,3, et puis vous mettez une petite marque pour dire et je répète 3 indéfiniment, ou bien je répète cette séquence indéfiniment, ou voilà. Vous pouvez arriver à trouver une façon d'écrire Q, de caractériser les angles de Q de façon finie. Donc Q, oui, il rentre dans le domaine de THL, mais vraiment R, il saute. Il y a quelqu'un d'autre qui saute, et là c'est déjà un petit peu plus embêtant, c'est les logs. Les logs, quelque part, ils sont infinis. Pas au sens où à un moment de... Alors, ils ne sont pas infinis des deux côtés. Il y a un départ et ils sont infinis que d'un côté. D'accord? Mais il n'empêche qu'ils ne sont pas non plus rigoureusement infinis. C'est juste qu'ils continuent de pousser, ils continuent de pousser, ils continuent de pousser. Ça va amener à un autre type de théorie des langages qui est vraiment ce qui intéresse les gens qui font du model checking. Donc là, je commence par jeter un petit peu le mot de model checking. On en reparlera un petit peu plus tard dans le cours. Mais vous aurez aussi des cours au sein de l'EPITA par des gens comme Étienne ou Alexandre Durey-Lutz, Étienne Renaud ou Alexandre Durey-Lutz qui vous donneront des cours sur ce domaine. C'est un domaine absolument essentiel de l'informatique dans lequel on prouve le fait qu'un programme est correct, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'on attend de lui. Encore une fois, hein, si c'est un programme qui gère une vie humaine ou de l'argent bancaire, vous n'avez pas envie qu'il fasse n'importe quoi. Donc il faut arriver à prouver la correction de ces programmes-là. Voilà. À part ces domaines-là, on a tout ce qui nous intéresse. On ne travaillera que sur des mots qui sont des mots finis. Et je dirais plus mots finis. Quand je dis mots, c'est fini. C'est quelqu'un qui est chiffonné par quelque chose que j'ai dit là-dedans. Et alors là, ce qui est merveilleux, c'est qu'une fois qu'on est arrivé là, on peut directement passer à la définition de dire ce que c'est qu'un langage. Un langage sur un certain alphabet, eh ben, c'est un ensemble de mots. Un ensemble de mots de sigma. Alors pendant que j'y suis, les mots, je les appellerai typiquement X, Y, Z, U, V, W, minuscules latines, plutôt fin d'alphabet. D'accord? Et les langages, je les appellerai L, M, N,
quelque part là-dedans dans l'alphabet latin en majuscule. D'accord ? Et cet ensemble fini de mots, on va lui demander, il y a un gros trop U, d'être comme il veut. On va rien mettre ici et on va surtout pas écrire fini. Je le fais, mais il ne faut pas le faire. On va surtout pas écrire fini. Vous venez de tout ruiner là quand vous faites ça. C'est quoi les langages finis ? Bah, je sais pas, c'est quoi traiter un langage fini ? Bah, faites un dictionnaire et puis on n'en parle plus quoi. Les langages finis, vous avez 1000, peut-être 2000 mots, vous traitez chacun de ces 2000 mots et ça y est, c'est fini. Ça veut dire que traduire un langage de programmation fini, le compilateur, il a juste à aller garder dans une table de hash ou n'importe quelle structure de données. Alors, ce source, ça donne cette sortie, ce source, ça donne cette sortie. Voilà, il n'y a rien à faire. Mais en plus, on n'a vraiment rien traité d'intéressant. Regardez que l'arithmétique à elle toute seule, je ne parle même pas de l'arithmétique, n, l'ensemble des nombres entiers écrits en base 10. Enfin, n, ce n'est pas l'ensemble des entiers écrits en base 10, mais considérons l'ensemble des entiers écrits en base 10, c'est un langage infini. Il y a 1, 11, 111, 1111 et ainsi de suite, il n'y a qu'à rajouter des 1 tout le temps, et ça vous donne bien une infinité de mots différents. Et encore, je ne me suis pas foulé, j'ai mis juste des successions de 1. L'arithmétique, évidemment, il y a un nombre infini d'exposés, d'énoncés, pareil pour les langages de programmation, etc. Donc évidemment, on ne va surtout pas écrire fini ici, parce que, 1, du coup, on se retrouverait sur quelque chose qui n'est vraiment pas intéressant à étudier. Il suffit d'énumérer tous les cas possibles et de dire ce qu'il faut faire pour chacun des deux cas. Mais surtout, on n'aura pas répondu aux questions vachement importantes qui sont qu'il y a un nombre infini possible de pages web, il y a un nombre infini de programmes C++, etc. Il faut pouvoir être capable de traiter cette infinité. D'accord ? Donc voilà, le point de départ de ce cours, regardez, mais c'est incroyable d'élégance et de simplicité. Les mots importants là-dedans, il y a fondamentalement un mot qui revient tout le temps. Il y a 2 mots de mathématiques dans votre bibliothèque d'outils mathématiques que vous avez déjà étudiés. Les 2 mots importants là-dedans, c'est ensemble. Est-ce que quelqu'un va discuter le fait que vous savez ce que c'est qu'un ensemble ? Mathématiquement, c'est rigoureusement défini, on sait très bien ce que c'est. Donc, ensemble ici, ensemble là. L'autre mot, c'est suite finie. Alors, les suites finies, normalement, ça dépend de votre cursus, mais normalement, c'est quelque chose qu'on voit plutôt dans les bac plus 1, bac plus 2. C'est les suites, et au bout d'un moment, ça s'arrête. C'est des fonctions qui ne sont pas totales, mais 0 il a une image, 1 il a une image, et au bout d'un certain moment, il n'y a plus rien. C'est juste une séquence finie ou une liste finie, c'est la même chose, c'est la façon mathématique de dire la chose, mais c'est rigoureusement défini. Il y a une chose nouvelle là-dedans, c'est d'introduire le concept de symbole. La vraie particularité de tout ce qui est là-dedans, c'est le fait qu'on ait des symboles et que nos mots soient des suites finies de symboles. D'accord ? Et tout va reposer là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Du coup, est-ce qu'il y a une différence entre symbole, lettre et caractère ? Non, alors je dirais jamais caractère parce que finalement c'est très matériel, mais lettre ou symbole ça me convient très bien. Qu'est-ce que c'est qu'un symbole ? C'est vrai que j'ai pas discuté de ça. Mathématiquement, c'est quoi un symbole ? C'est quoi une lettre ? En fait, ça n'a pas besoin d'avoir une définition. La seule chose qu'on demande aux lettres, c'est de pouvoir les distinguer. Le A n'est pas le B. Le A est le A. Il n'y a pas 2 choses différentes. Quand j'ai écrit A et quand j'ai écrit A, c'est le même. Donc il n'a aucune propriété matérielle. C'est exactement comme si on parlait d'un point. C'est quoi un point ? En fait, on s'en fout. Il n'y a pas besoin d'une vraie définition de ce que c'est qu'un point. C'est juste qu'on veut savoir si c'est le même point ou pas le même point. C'est tout. Ici, les symboles, ils n'ont aucune autre réalité qu'ils sont finis et on peut les différencier les uns des autres. On n'a besoin de rien. À la rigueur, si vous êtes vraiment chiffonné par savoir ce que c'est qu'un symbole, parce que vous voulez vraiment aller jusqu'à une définition mathématique, il n'y a rien de faux à se dire, c'est des entiers quoi. Il y a l'entier 0, l'entier 1, l'entier 2. Moi, je dirais plutôt A, B et C. Mais voilà, il n'y a rien d'autre derrière. D'autres questions ? Alors, des langages, il y en a une tripotée. Par exemple, si je prends... alors, vous verrez que souvent, je vais prendre un alphabet très simple. Comme son nom indique, alpha B. Je prendrai A, B. On ne va pas se faire d'effort. En général, je prendrai sigma qui vaut AB. Mais quand sigma vaut AB, ça va être pratique de parler de... Ah tiens, il y a un langage dont je voudrais te parler tout de suite qui s'appelle sigma étoile. C'est comme ça qu'on l'écrit. C'est l'ensemble de tous les mots possibles sur l'alphabet sigma. L'ensemble de tous les mots possibles. Donc il y a A, il y a B, il y a AA, il y a AB, il y a BA, il y a BB, enfin il y a AAA, et puis ainsi de suite. Vous avez compris le processus. Puis il y a des langages dont je parlerai souvent. Par exemple, l'ensemble des... GDA et GDB. Je l'appellerai typiquement ANBM. Si j'ai d'abord des A devant, j'ai d'abord des B derrière, ou ANBN. C'est l'ensemble des mots qui commencent par des A et terminent par autant de B. Ou encore, on pourrait parler du C, du français,
Qu'est-ce que je pourrais mettre là-dedans? L'arithmétique, tiens, je vais la mettre ici. Voilà, bon, évidemment, l'arithmétique. Bah, après tout, j'ai qu'à faire un codage en binaire. Je peux coder l'arithmétique en binaire, le C en binaire, le français en binaire, mais c'est pas très marrant. Ici, on prendra plutôt des alphabets un petit peu plus costauds, bien entendu. Quelque chose que j'espère que vous percevez derrière ça, c'est qu'il y a des langages simples et il y a des langages compliqués. Sigma étoile, par exemple, c'est vachement simple. Ça veut dire quoi, simple? Ça veut dire, est-ce que c'est difficile à définir ou est-ce que c'est difficile à analyser, à reconnaître? Ce que je vais appeler reconnaître ou accepter un langage, c'est écrire un programme qui prenne un mot et me répondre un booléen, oui ou non, selon que le mot est dans le langage que j'ai défini ou pas. Un accepteur de sigma étoile, c'est donc un programme qui reçoit un mot écrit en AB et qui me dit si oui ou non le mot est dedans. Alors attention, mon accepteur pour sigma étoile, il est fait pour AB, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de parler de C, bien sûr. Il n'est pas dans mon langage, je n'ai pas le droit d'en parler. Hein. Donc, est-ce que vous savez m'écrire un programme tel que quand je lui donne un mot écrit sur AB, il me dit si c'est un mot écrit sur AB? Le programme, c'est quoi? On regarde à chaque fois si la lettre sur laquelle on se trouve, sur la lettre d'entrée, un A ou un B. Je n'ai pas le droit de mettre autre chose. Je n'ai pas le droit de mettre autre chose que A ou B. Je veux écrire un programme tel que quand je lui donne quelque écrit sur AB, il me répond si ça a été écrit sur AB. C'est quoi ce programme? Return true. Return true. D'ailleurs, le contraire de sigma étoile qui contient tous les mots possibles, c'est le langage vide, qu'on va noter comme le langage vide. Hein, voilà. C'est un ensemble vide, pourquoi s'amuser à le noter autrement? Est-ce que quelqu'un est capable de m'écrire un accepteur pour le langage vide? Return false. Bravo. Est-ce que vous savez écrire un programme qui teste si un mot commence par des A et est suivi par des B? Tiens, on va en rajouter un autre. AN ici. L'ensemble des mots qui sont écrits que avec des A. Vous savez m'écrire un programme qui fait ça? Oui, while getC est égal à A, je suis content, et puis quand j'arrive à la fin, je dis youpi, sauf si je vois autre chose, ou je dis non. D'accord? Pareil pour ANBN, votre programme va être un peu plus compliqué. Il va falloir mettre un if pour basculer, ou une séquence pour basculer entre le while sur les A et le while sur les B. L'arithmétique. L'arithmétique, alors attention, parce que dans l'arithmétique, il y a certes les nombres et multiplier, diviser, enfin il y a les 4 opérations, mais il y a aussi les parenthèses. Parser l'arithmétique, ça va être déjà un petit peu plus compliqué. On se doute bien que ce n'est pas juste 2 boucles while qui se suivent. Mais bon, une fois que vous avez fait l'arithmétique, youhou, allez, on va aller parser le C. Vous doutez bien que l'algorithmique, elle n'a pas la même tête. Ça commence à être sérieusement compliqué. Tiens, puis après AN, il y en a un autre que j'aurais pu mentionner aussi, c'est AP. L'ensemble des mots qui sont des successions de A en nombre premier. Ouais, ça veut dire qu'il faut compter les A et ensuite avoir un test de primalité. Il faut l'écrire, encore une fois. Puis alors le français, alors là, bonne chance. Bonne chance pour écrire un parseur du français. Déjà, il y a une absurdité dans la phrase « parser le français », à savoir, c'est quel est le mot qui est absurde là-dedans? Parser, non. Le. C'est quoi le français? Déjà, là-dessus, on ne va pas être d'accord. Si vous écoutez les linguistes, déjà, détrompez-vous, la plupart d'entre vous pensez que les linguistes, ce sont des comment ils s'appellent, là, les gens avec l'épée, des académiciens, qui sont là pour vous dire non, il ne fallait pas dire ça. Hop, ça sert les épées. Tu viens de faire du mauvais français. Flouf. Non, les académiciens, là, effectivement, ils vous donnent des recommandations ou ils donnent des prescriptions sur comment on écrit, mais le linguiste, ce n'est pas son métier. Au même titre que le biologiste, son métier, c'est pas de dire un animal, c'est ça. Le biologiste, il est là pour observer les animaux et en déduire des généralités sur les formes de vie. Le linguiste, il est là pour observer la langue et transcrire, modéliser, trouver des mathématiques dans lesquelles il puisse consigner ce qu'il a observé sur la façon dont la langue est faite. Mais ce qui veut dire que le linguiste, il ne va pas non plus être là pour vous dire voilà ce que c'est que le français. À la rigueur, il va vous dire voilà ce que c'est que le français dans le monde. Voilà le monde, le journal, je veux dire, le corpus, voilà les observations que j'ai faites là-dessus. Mais au contraire, le linguiste, il va adorer
J'en connais, hein, je plaisante pas. Il va adorer trouver les phrases qui sont acceptées par quelqu'un et refusées par quelqu'un d'autre. C'est les trucs qui les excitent. Ils appellent ça des phrases agrammaticales. C'est les phrases qui sont refusées. Mais ce qu'ils aiment bien, c'est les phrases qui sont acceptées par certains locuteurs et refusées par d'autres. Et donc, vous voyez, le français, il a une zone floue comme ça, qui fait que dire le français, non. Lequel? D'accord? Donc là, ce que je voulais vous faire sentir, c'est que tous ces langages, finalement, d'un point de vue matériel, c'est juste des ensembles de mots. Toujours est-il que ces ensembles de mots, ils se distinguent d'une façon absolument violente par leur complexité intrinsèque. Personne ne peut discuter que sigma étoile qui fait return true ou l'ensemble vide qui fait return false sont les langages les plus triviaux imaginables. Ils sont complètement triviaux. On n'a même pas besoin de regarder ce qu'on nous donne. C'est toujours oui ou toujours non. Après, bon, il faut commencer à faire éventuellement des boucles while ou des choses comme ça. Puis après, là, il faut faire des boucles, mais en plus, je dois compter combien j'ai eu de A devant pour savoir combien j'ai le droit d'avoir de B derrière. L'arithmétique, il faut que je compte le nombre de parenthèses ouvrantes, sachant que après avoir vu des fermantes, je peux avoir des ouvrantes qui reviennent, à la différence de ANBN. Enfin, il y a plein de choses un petit peu subtiles à maîtriser là-dedans. Et alors le C, c'est beaucoup plus compliqué. Donc en fait, la réalité là derrière, c'est que oui, effectivement, il y a une complexité intrinsèque derrière ces langages. Et une bonne partie de THL, ça va être d'essayer de déterminer, mais où est-ce qu'on est dans cette espèce d'échelle de complexité? Parce que derrière cette échelle de complexité, en fonction du point où vous vous trouvez, il va y avoir une bonne façon de définir le langage et une bonne façon d'analyser le langage. D'accord? Et ça devrait être sans surprise pour vous. Plus mon langage est simple, plus l'algo que j'aurai à écrire sera simple, et plus mon langage est compliqué, plus l'algo que j'aurai besoin d'écrire sera compliqué, coûteux en mémoire, difficile. Il faut aller jusqu'au bout, hein. Je veux dire, on est vraiment informaticien. Un programme compliqué, c'est un programme qu'on met longtemps à mettre au point, à débugger, etc. Donc évidemment, si vous tombez sur un langage super simple que vous voulez traiter avec des outils super puissants de linguistes, à moins que vos outils soient disponibles et que vous puissiez vous en servir, hein, mais si vous voulez utiliser des outils hyper puissants pour traiter des trucs simples, oui, ça va marcher, mais vous allez mettre beaucoup de temps à écrire le programme, vous allez mettre beaucoup de temps à le corriger, vous allez avoir une consommation mémoire complètement délirante, etc. C'est pas une bonne approche d'ingénieur. L'ingénieur, il cherche à faire au plus simple par rapport à ce qu'il est en train de faire. Toute fonctionnalité inutile, c'est une source de bug. On n'a pas envie de ça. Bon. Évidemment, donc ce qui va nous intéresser, c'est comment trouver des définitions de langage. Parce que là, honnêtement, j'ai pas défini le C, j'ai pas défini l'arithmétique. Ceux-là, on pourrait discuter du fait que je les ai définis. Sigma étoile, ma définition, elle est vachement foireuse. Elle repose sur le fait que vous avez compris de quoi je parle. Point. Hein, c'est la suite est laissée au lecteur en titre d'exercice. Bon, vous comprenez ce qu'il faut mettre derrière, mais honnêtement, j'ai rien défini du tout. C'est vachement, je repose sur le fait que vous avez compris ce que je voulais dire, mais en toute rigueur, j'ai rien défini du tout. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est de trouver des moyens de définition de langage. Et sachant que langage, on les a définis comme étant des ensembles de mots, déjà, force est de constater que on peut construire des langages à partir d'autres langages en utilisant les opérations ensemblistes. J'ai le langage vide, j'ai le langage du mot vide, j'ai le langage vide, pardon, j'ai le langage complet, j'ai sigma étoile. Je peux parler de l'union de L1 et de L2. Je peux parler de l'intersection de L1 et de L2. Je peux parler de, je sais pas moi, l'ensemble des mots qui sont dans L1 et pas dans L2, et ainsi de suite. Je peux fabriquer plein de mots comme ça, plein de langages, pardon. D'accord? Cela dit, si on ne fait que ça, vous comprenez bien qu'il y a quelque chose qui nous manque, quoi. Je suis juste en train de faire la théorie des ensembles. Je suis pas du tout en train de faire la théorie des langages, là. Je suis juste en train de ressortir ce que je sais faire avec des ensembles. Il faudrait qu'on arrive à injecter dans le monde des langages quelque chose qui est propre au langage. Et là, c'est quoi? Ce qui est propre au langage, c'est que ce sont des ensembles de mots. Ma question, indirectement, c'est qu'est-ce qui est de propre aux mots? Qu'est-ce que je peux faire avec des mots que je ne peux pas faire avec n'importe quel type d'élément d'ensemble? Mes mots sont des suites finies. Qu'est-ce qu'on peut faire sur des suites finies? Les concaténer. Si vous prenez une suite finie et que vous branchez sur une deuxième suite finie, vous obtenez une suite finie. Et ça, c'est le point de départ de tout. C'est le point de départ de tout. C'est sigma étoile admet une opération concaténation que je noterai point. Cette opération concaténation, c'est quoi? C'est la concaténation de suite finie. C'est-à-dire que la concaténation du mot AB avec le mot CD, c'est le mot ABCD. Pas de surprise, c'est vraiment très élémentaire.
Ok, on va faire un tout petit peu d'algèbre. Enfin, la théorie des langages, c'est de l'algèbre. Quand on dit en fait théorie des langages, on pourrait aussi appeler ce cours algèbre des langages. Algèbre, c'est-à-dire définition des structures. Hein, on définit les structures et puis on essaye de déterminer quelles sont les propriétés de ces structures. Quelles sont les propriétés de la concaténation? Je vous écoute. Les propriétés algébriques bien traditionnelles d'une opération binaire. Je concatène un mot U avec un mot V. Quelles sont les propriétés de la concaténation? Un mot U concaténé avec un mot vide. Ouais, tu vas trop vite pour moi. Tu as raison, mais on va y venir après. La première des propriétés d'une opération binaire. En général, quand on n'a pas cette propriété, elle est quand même un petit peu bizarre, votre opération. C'est une opération binaire qui prend deux arguments, c'est vrai. Bravo, on est d'accord. On a déjà ça. Donc on vient de légitimer binaire. Quoi d'autre? Les opérations binaires, vous avez quoi comme type de propriété classique? Les adjoints. Alors quand je regarde au fond et que je l'invite à parler, je veux bien entendre un truc là, mais je vise soit tu... Mais il y a un truc bizarre. Alors attends, vas-y. Elle n'est pas commutative. Elle est non commutative, ça on est d'accord. Une idée marrante quand je vous demande les propriétés de commencer par me dire ce que ça fait pas, mais après tout pourquoi pas, c'est vrai. C'est pas commutatif. Pourquoi? Prouve-le. Exactement, voilà, on a un très bon contre-exemple. Cela dit, j'aurais pu dire, bah si, mais regarde, A concaténé avec A, c'est la même chose que A concaténé avec A. Ou j'aurais pu dire AB concaténé avec AB, AB, c'est la même chose que AB, AB concaténé avec AB. Bah, en fait, on vient de traiter tous les... Là, on vient de dire les seuls cas qui marchent. Les seuls cas qui marchent, c'est quand il y a un motif commun aux deux. Par exemple, j'aurais pu faire AB, AB, il y en a deux. AB, 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 ici il y en a trois. Mais c'est les répétitions du motif AB. Donc si à gauche et à droite j'ai des répétitions du même motif, alors là ça peut commuter. Mais d'une façon générale, ça ne commute pas, on est d'accord, c'est une opération non commutative. Youpi. Elle admet un autre? C'est la même chose que là. L'opération de base. Bon, il y a Younes qui est en train de brûler de répondre là, vas-y dis-moi. Oui, alors elle est stable, effectivement. On a une opération qui est stable. À savoir que la concaténation de un mot avec un mot me donne un mot. Ça c'est important. On est vraiment en train de, on a une opération qui est une loi interne. On dit aussi une loi interne. Autre propriété vachement importante, super classique des opérations infixes, enfin binaires. La concaténation de deux mots d'un même ensemble n'est pas forcément dans cet ensemble. La concaténation de deux mots d'un ensemble n'est pas forcément dans cet ensemble. Je ne sais pas ce que tu veux dire parce que par ensemble c'est pas clair, mais en tout cas si c'est deux mots de sigma étoile que tu concatènes, ça te donne un mot de sigma étoile. Pas forcément de sigma étoile, mais deux mots d'un même langage. On est d'accord. Si mon langage c'est A, c'est juste le mot A, et que je concatène A avec A, je suis sorti de mon langage. Donc je ne parle pas de ça, c'est stable sur sigma étoile, pas pour n'importe quel langage. Appliqué aux mêmes éléments, on a toujours le même résultat. Ok. Je ne suis pas en train de faire du gros random. Appliquer, si je fais la concaténation de deux mots, j'ai toujours le même résultat, on est d'accord. On est en train de faire de la science, pas de la chimie. Tout va bien. Alors, quoi d'autre? Elle est associative? Elle est associative, nous avons un vainqueur. Oui, elle est associative. Ça dit quelque chose à quelqu'un, ça, associative? Rien à voir avec payer ses cotisations et faire du sport le samedi après-midi avec ses potes et tout ça. Être associative, ça veut dire que si je concatène U avec V et qu'après je concatène avec W, c'est la même chose que U que je concatène à V.W. Ce qui, du coup, légitime le fait que je puisse écrire U.V.W. Et en fait, en règle générale, je ne me prendrai même pas la tête à écrire le point. C'est U, V, W. Hein? Que je commence par les deux de gauche, puis celui de droite, ou les deux de droite, puis celui de gauche, c'est le même résultat. On est bien d'accord? Bon, alors là maintenant vous pouvez le sortir. Elle admet un neutre, cette opération. La concaténation, c'est son neutre, c'est quoi? Ah, le mot vide. Le mot vide. Eh oui, dans toutes les suites finies, il y a en particulier celle qui est vide. C'est-à-dire 0 n'a même pas d'image. Et c'est un mot qui est vachement important. Pourquoi? Parce qu'il a la propriété qu'on est en train de décrire ici, à savoir que quand je multiplie U par le vide, c'est la même chose que le vide multiplié par U,
c'est égal à U. Hein, donc ça c'est un point. Voilà. Bon, évidemment, on ne va pas écrire les choses comme ça. Il va bien falloir qu'on lui trouve une couleur, une jolie couleur, comme par exemple le rouge. Hop. Ici, j'ai besoin d'un neutre. Vous remarquerez que la concaténation, on l'a noté multiplicativement. Le point ou l'absence de notation, c'est ce que vous avez l'habitude de pratiquer pour le produit, pour la multiplication. Ce n'est pas du tout par hasard et c'est vachement important et on verra par la suite que c'est vraiment comme ça qu'il faut penser la concaténation. C'est une multiplication. Et du coup, de constater que la multiplication est associative, ce n'est pas une grosse surprise. Qu'elle est stable, pas une grosse surprise. L'existence d'un neutre, pas une grosse surprise non plus. Et comment on a l'habitude de noter le neutre d'une multiplication ? 1. Une notation absolument légitime et franchement intelligente du mot vide, c'est 1. C'est pas ce qui est fait dans le poly et c'est donc pas ce que je vais faire avec vous. Mais je tiens à insister sur le fait que 1, c'est très légitime et j'aime beaucoup cette notation. On ne va pas la suivre pour des raisons historiques, etc. Mais c'est une notation qui est parfaitement bien et que gardez-la en tête, elle est vraiment très agréable. Cela dit, puisqu'on ne va pas utiliser 1, il faut trouver une autre façon de matérialiser le mot vide. D'ailleurs, comment un informaticien écrit le mot vide dans un langage de programmation ? Enfin, guillemets. Double guillemets, double guillemets. D'accord ? C'est très matériel, c'est très visuel. Vous le dites toujours explicitement quand c'est un mot, il y a des délimitateurs. Et grâce aux délimitateurs, on sait aussi où commence et où termine le mot vide. Il y a des gens qui le notent lambda, nous on l'écrira epsilon. Le mot vide c'est epsilon, c'est le neutre. Et si je concatène un mot avec le mot vide ou le mot vide avec le mot, je trouve ce mot. Et il y a une première faute qui est sur le tableau depuis au moins un quart d'heure, 20 minutes qu'il faut corriger maintenant. Évidemment, dans sigma étoile, ici, il y a quelqu'un de super important, c'est le mot vide. Dans l'ensemble de tous les mots possibles sur un certain alphabet, il y a en particulier le mot vide. Ok. Alors, vous remarquerez d'ailleurs, maintenant qu'on a sigma étoile, plutôt que de dire que U est un mot sur sigma, j'ai qu'à dire U appartient à sigma étoile. Mais plutôt que de dire L est un langage sur sigma, j'ai qu'à écrire L est une partie de sigma étoile. D'accord ? Pendant qu'on y est là, ça veut dire quoi ça ? A est inclus dans B, mais ça veut dire quoi A est inclus dans B ? Ça veut dire que tous les éléments de A appartiennent à B. Tous les éléments qui sont dans A sont dans B. Et en particulier, il n'y a absolument aucune interdiction à ce que A soit égal à B. Non, mais on est d'accord. Je voudrais que vous gardiez ça en tête, hein, parce que en fonction de qui vous parlez, si vous parlez avec un français ou avec un anglais, on n'a pas les mêmes notations. Un anglais qui écrit ça, un français il écrit ça lui. Un anglais pour dire inférieur ou égal, il va écrire comme, enfin inclus ou égal, il écrit explicitement ou égal, là où le français aurait plutôt tendance à écrire ça. Ça a l'air de rien. Mais quand on commence à faire des sciences avec un américain ou un anglais et qu'on n'est pas au courant, qu'on n'a pas la même notation, ça commence pas très très bien. On a toujours l'impression que l'autre est un clown, il n'a rien compris à l'inclusion, etc. Non, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes notations. Dans la mesure du possible, je vais essayer d'éviter d'utiliser la notation d'inclusion comme ça, parce que justement, pour le coup, c'est celle qui est ambiguë en fonction de comment vous êtes en train de lire le symbole. Donc je vais essayer de faire l'effort de toujours dire inclus ou égal ou inclus différent. Pour être explicite, mais il y a ce danger et ma foi j'aimerais vraiment que vous gardiez ce danger en tête, d'accord ? Oh, ça c'est de l'effaceur technologie épithéenne. Hein. Bien, c'est super, on a une opération sur les mots, une opération qui est une forme de produit. Ça va être très pratique parce que ça va nous permettre plein de choses. Alors il y a des choses sur lesquelles je vais aller très vite. Mais dans ce cas-là, je vous envoie au poly ceux qui n'ont pas suivi le cours. Les autres, ils vont pouvoir me suivre assez rapidement. Mais ceux qui n'ont pas eu ce cours, là, on va aller un petit peu vite. Regardez, je prends un mot W qui s'écrit UV. D'accord ? Je dirais que U est un préfixe de V. U est un préfixe de W, je veux dire. U préfixe de W signifie que il existe V qui appartient à sigma étoile,
tel que W est égal à UV. C'est pas très difficile, ça veut juste dire que U débute W. Vous êtes d'accord? Pas de difficulté? Évidemment, si je vous introduis préfixe, vous devinez que l'élément suivant, ça va être suffixe, de dire que U est un suffixe. Vous arrivez à lire ce que j'écris? C'est la première fois que j'utilise ces craies, c'est super bizarre. C'est les craies mammouth. De dire que U est un suffixe de W, ça signifie qu'il existe un certain mot tel que W, c'est ce mot, puis U. Préfixe, suffixe, souvent vous avez envie de dire infixe, on l'appelle facteur. De dire que U est un facteur de W, c'est dire il existe V, V' qui sont des mots, tels que W est égal à V, U, V'. U est à l'intérieur de W. D'accord? Donc par exemple, ici dans ABC, voilà un préfixe, dans ABC, voilà un suffixe, et dans ABC, voilà un facteur. Évidemment, tous les préfixes sont des facteurs et tous les suffixes sont des facteurs. Il n'y a qu'à prendre V ou V' égal au mot vide. D'accord? La quatrième catégorie, c'est de dire sous-mot. De dire que U est un sous-mot de W. Alors là, je vais botter en touche, je vais utiliser la définition de sous-suite. C'est dire que U est une sous-suite de W. Alors je vais vous donner un exemple, ça ira beaucoup plus vite. Hein. AC est un sous-mot de ABC. AC est un sous-mot de ABC. Un sous-mot qui n'est pas un facteur. Qu'est-ce que c'est qu'un sous-mot? C'est vous rayez des lettres et puis vous regardez ce que vous obtenez. Ça, c'est un sous-mot de du premier mot. D'accord? Un facteur, vous pouvez retirer un préfixe, retirer un suffixe, mais la partie que vous prenez au milieu, elle est contiguë. Vous n'avez pas le droit de sauter des lettres dans la section que vous prenez. D'accord? Donc trivialement, tous les préfixes sont des facteurs, tous les suffixes sont des facteurs et tous les facteurs sont des sous-mots. On est d'accord? J'essaye de... mais arrêtez-moi s'il y a un truc pas clair là-dedans. C'est bon pour tout le monde? Pourquoi je vous parle de préfixe, suffixe, sous-mots, etc. Parce qu'on peut faire des relations d'ordre finalement avec ces gens-là. On peut ordonner les mots. Regardez, je peux dire que U, je vais essayer de faire un truc un peu courbe. U est avant W au sens préfixe si U est un préfixe de V. Je dis que U est inférieur ou égal au sens préfixe par rapport à V si U est un préfixe de V. Il faut que je légitime un minimum ma notation. Pourquoi je me permets d'utiliser une sorte de notation de inférieur ou égal? Parce que c'est une relation d'ordre. Est-ce que quelqu'un ici dans la salle est capable de me définir ce qu'est une relation d'ordre? Il n'y a pas des prépas classiques là? C'est le moment de sortir du placard et d'avouer votre passif. Il n'y a personne? Ou je viens de tellement vous mettre un coup de baguette sur les doigts que personne ne veut s'exprimer? C'est vrai? Vous les avez tous butés pendant le week-end d'intégration ou... Normalement, il y en a quoi. Bon, ok. Alors s'il n'y a pas les CPGE, il y a peut-être des prépas à nous qui se souviennent de ce que c'est qu'une relation d'ordre. C'est une relation. C'est con, hein, mais il faut commencer par le début. C'est une relation. Qu'est-ce que c'est qu'une relation? C'est un ensemble de paires. Et on dit que lui est en relation avec celui-là. D'accord? Mais c'est une relation, donc c'est une partie de sigma étoile croix sigma étoile, c'est un ensemble infini, hein, mais c'est un ensemble infini de paires, tel que je dis que le premier est préfixe du second. Et pour que ce soit une relation d'ordre, il faut que cette relation elle ait trois propriétés importantes. D'abord la réflexivité. La réflexivité, c'est de dire que U est un préfixe de U. Tout mot est en relation avec lui-même. Tout le monde est... Pour qu'on appelle quelque chose inférieur ou égal, si vous voulez, la moindre des choses, c'est que déjà, il y a égal. Tout le monde est inférieur ou égal à soi-même. C'est le point de départ de ce que c'est qu'une relation d'ordre. C'est réflexif, c'est transitif. Oui, hein, si U est un préfixe de V et V est un préfixe de W, alors U est un préfixe de W. Quelqu'un qui doute dans la salle?
La troisième propriété, c'est le contraire, en quelque sorte, hein, c'est le contraire de ce qu'on attend d'une égalité. Qu'est-ce qu'on attend d'une égalité? On parle de relation d'équivalence, on ne parle pas d'égalité. Les équivalences, c'est justement la généralisation de ce concept d'égalité. L'égalité, elle partage le fait qu'elle est réflexive, U est égal à U. Elle partage le fait qu'elle est transitive. Si U est égal à V et V est égal à W, alors U est égal à W. Mais elle a une autre propriété, l'équivalence, l'égalité, qui est qu'elle est symétrique. Si U est égal à V, alors V est égal à U. Dans le contexte de la relation d'ordre, c'est précisément là où les choses changent. Là où elle change, c'est de dire qu'elle est antisymétrique. Et de dire qu'elle est antisymétrique, c'est dire que si U est avant V au sens préfixe, c'est-à-dire que U est un préfixe de V, mais que V est aussi un préfixe de U, alors devinez quoi? Si on a ça, alors on a le fait que U est égal à V. Si un mot débute un autre mot et réciproquement, c'est qu'en fait on est en train de parler du même mot. D'accord? Ça nous donne une relation d'ordre. Et c'est bien, ça nous permet de classer les mots. Il y a une structure naturelle de classement de mots. Alors avant de regarder l'ordre un peu plus en détail, l'ordre préfixe, vous aurez compris que ça marche aussi avec suffixe, avec facteur et avec sous-mot. Les trois propriétés marchent. Mais ce qui veut dire que, par exemple, entre A et AB, qui est le plus petit? C'est évidemment A qui est un préfixe de AB. Entre AB et AB, qui est le plus petit? AB. Bravo. Entre AB et epsilon, c'est epsilon. Entre A et B, A. A est un préfixe de B? Non. Ouais, mince. Ils sont incomparables. C'est pour ça que je fais une relation courbe là. C'est parce qu'on a quelque chose qu'on appelle un ordre qui n'est pas total. Je ne peux pas comparer tout le monde. Et ça, c'est un défaut. Je ne peux pas dire A, il est avant B. Et pourquoi j'ai envie de dire A, il est avant B? Parce que parfois, on va avoir envie d'énumérer les mots, par exemple, en respectant un certain ordre. Et ça pourrait être pratique si c'est un ordre bien défini, quoi. Et là, cet ordre-là, pour l'instant, il ne me permet pas de comparer tout le monde. Je ne peux pas ordonner les mots. Bon, devinez comment on peut faire pour ordonner les mots. En suivant l'alphabet, en suivant l'ordre de l'alphabet. Tout ça, c'est très juste, mais ça repose sur quelque chose que je n'ai pas donné, à savoir un ordre sur les lettres. Donc, si j'ordonne mon alphabet, d'accord, sigma, je lui donne une relation d'ordre sur les lettres. Alors là, on peut introduire ce qu'on appelle l'ordre lexicographique. L'ordre lexicographique ou l'ordre militaire ou l'ordre radiciel, il a plusieurs noms, mais lexicographique c'est bien, c'est de dire que U est inférieur ou égal au sens lex à V si quoi. L'idée, ça va être de dire, par exemple, je veux comparer ABC avec ABD. La première des choses qu'on va remarquer, c'est qu'il y a un préfixe commun. Oui, il y en a un autre d'ailleurs. Hein. Il y a A qui a un préfixe commun. Puis il y a toujours un préfixe commun entre deux mots. Epsilon. Donc évidemment, ce qui m'intéresse, ce n'est pas un préfixe commun, c'est le plus long des préfixes communs. Et après, la question, c'est, une fois que j'ai sauté le plus long préfixe commun, on va l'appeler plus long préfixe commun. D'accord? Une fois que j'ai sauté le plus long préfixe commun entre deux mots, quand est-ce que je vais dire qu'un mot est avant l'autre? De deux choses l'une. Soit le premier mot est terminé, par exemple quand je suis en train de comparer AB avec ABC. Donc soit le premier mot est terminé, soit les deux mots ne sont pas terminés et donc il y a une lettre ici, il peut y avoir d'autres choses derrière. Hein. Mais ce qui m'intéresse, c'est que la première des lettres qui diffère entre les deux mots est en faveur, enfin la plus petite des deux lettres, c'est celui qui est le plus petit des deux mots. D'accord? Donc de dire que U est inférieur ou égal à V en préfixe commun, ça veut dire que déjà, c'est U, il y a un certain préfixe commun suivi de U', et V est égal à P, V', avec P c'est le plus long préfixe commun entre U et V. Oui.
Et puis, alors maintenant, il faut que je détaille ce que c'est que U' et V'. Hein. U' et V', ce sont des mots pour l'instant. Mais de deux choses l'une. Soit U', c'est le mot vide. Une façon de dire que finalement, le mot U est un préfixe du mot V. Auquel cas, je décide qu'il est plus petit au sens lexicographique du terme. D'accord? Ou bien, en réalité, U', il commence par une certaine lettre U0 et puis après, il y a U seconde. V', il commence par une certaine lettre V0 et ensuite il y a V seconde. Hein? Autrement dit, bah, il est ici V' et il est ici, enfin ça c'est U' et ça c'est U seconde et ça commence par, excusez-moi, ça c'est U' et ça c'est V'. Ça commence par une lettre U0, une lettre V0 et je dis que cette lettre ici à gauche est avant l'autre. Et U0 est avant V0. Ça va ça? C'est vraiment tout bête. Hein? Bah, à partir du moment où vous avez posé ça, vous avez défini un ordre. Il a la propriété d'être réflexif, transitif et antisymétrique. Cette relation a les trois propriétés. Alors c'est reparti. Je voudrais que vous me disiez entre AB et ABCD, lequel est plus petit que l'autre au sens lexicographique du terme. J'ai oublié de préciser, c'est un ordre total. Hein. Ça se voit bien, on peut toujours caractériser qui est avant l'autre. Entre AB et AB, voilà, les deux. Entre A et B, ah, c'est là où on a gagné quelque chose par rapport à tout à l'heure. Hein. Entre AA et B, AA. Entre AAA et B, ah zut. Il y a un nombre infini de gens qui sont plus petits que B. C'est un peu problématique si on décide d'énumérer tous les mots de sigma étoile dans l'ordre lexicographique. Hein. Parce que si vous les énumérez dans l'ordre lexicographique, vous dites epsilon, A, AA, AA, etc. Et ça y est, vous êtes parti sur une ligne et vous n'allez jamais visiter le reste du langage. Vous avez des trous dans votre énumération. Comment est-ce qu'on pourrait corriger ça? Parce que ça, on dit que cet ordre n'est pas bien fondé. Il y a des éléments qui sont précédés d'un nombre infini d'autres éléments. Vous faites la même syntaxe qu'avant, en rajoutant n à puissance n. La syntaxe qui est avant? Non, c'est que on met a puissance n est inférieur à 2. Non, on ne va pas faire des choses comme ça, non. Peut-être en disant que on part d'abord le nombre de lettres. Exactement. On va commencer par regarder le nombre de lettres et ça c'est ce qu'on appelle alors l'ordre alphabétique. J'aime pas trop ce mot-là. Les Anglais, ils appellent ça short lex. J'aime bien. Malheureusement, c'est un anglicisme, mais moins on en met dans notre langue, mieux on se porte. Mais ici, j'aime bien parce qu'il dit vraiment les choses. Quand est-ce que je veux dire que U est avant, en short lex, avant V? De deux choses l'une. Soit la longueur de U est plus petite que celle de V. On n'a pas défini longueur, mais ça tombe sous le sens pour tout le monde, j'espère. Soit U est strictement plus petit en taille que V, soit U et V ont la même taille, et U est inférieur ou égal au sens lexicographique par rapport à V. Oui? Quel est le plus petit des mots au sens short lex? Ben oui, epsilon, il sera toujours, tous les autres sont plus grands que lui, il est le plus petit. Quel est le deuxième plus petit mot après epsilon? A, tous les mots de une lettre, puis tous les mots de deux lettres. Bon ben finalement, ici on retrouve l'énumération que j'avais montrée tout à l'heure pour énumérer sigma étoile. Là on a un bon ordre qui est bien fondé et qui me permet de traverser n'importe quel langage dans un certain ordre. D'accord? Alors vous remarquerez que j'aime pas appeler ça l'ordre alphabétique, même si c'est son nom mathématique. Pourquoi? C'est pas ce que vous appelez l'ordre alphabétique. En particulier, si un jour vous tombez sur un dictionnaire qui commence par tous les mots d'une lettre, puis tous les mots de deux lettres, etc., vous me le montrez. J'adorerais montrer ça en classe, quoi. Mais l'ordre dont vous avez l'habitude, c'est plutôt le lexicographique.
Sauf que vous l'appelez l'ordre alphabétique et tout le monde a toujours appelé ça l'ordre alphabétique. J'aime pas le mot alphabétique. Short lex, c'est court. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est d'abord la taille et ensuite lexicographique. D'accord ? Bon, où est-ce que je vais avec tout ça ? Finalement, je vais arrêter de parler de toutes ces opérations, mais elles sont extrêmement importantes. C'est pour vous montrer qu'il y a de la structure algébrique derrière les mots. On peut même concevoir une opération importante qu'on appelle les distances. Et c'est super important de pouvoir définir ce que c'est que la distance entre deux mots, parce que si vous êtes capable de parler de la distance entre deux mots, vous pouvez parler aussi de la distance entre un mot et un langage. Qu'est-ce que c'est qu'un langage ? C'est un ensemble de mots. Quelle va être la distance entre un mot et un langage ? La plus petite de toutes les distances possibles. Vous avez qu'à imaginer ce que c'est que la distance entre un patatoïde, convexe, et puis un autre point. C'est quoi la distance ? Il y a cette idée qu'il y a une projection. C'est quoi la projection ? C'est l'individu à l'intérieur de mon ensemble qui est le plus proche. Donc ça vous permet de parler de la distance entre un mot et un langage, ou de parler de la distance entre deux langages, mais aussi de parler de la projection. Ici, j'ai un mot qui est en dehors, et ici, je cherche le mot qui est le plus proche. Là, mine de rien, on est en train de parler de correction orthographique ou de code correcteur d'erreur. Je suis en train de parler avec un satellite ou une sonde spatiale, là, Voyager. Elle est partie, elle est super loin. Je sais même, elle n'est plus dans le système solaire, Voyager, non ? Ouais. Bon, elle est super loin. Elle ne peut pas me dire « j'ai rien compris, répète ». Il faut qu'on lui envoie des messages qui sont robustes. Et qu'est-ce que c'est que d'être robuste ? C'est que quand elle reçoit quelque chose de corrompu et que manifestement, il n'y a qu'à faire un checksum ou une bêtise comme ça, manifestement le message est corrompu, il ne faut pas juste qu'elle soit condamnée à dire « répète ». Non, il faut qu'elle ait un processus qui lui permet d'essayer de reconstituer le message le plus probable. Il y a des choses comme ça. Donc, les mots, il y a de la structure. On peut les ordonner. On peut mettre une notion de distance. Pour ceux qui connaissent la topologie, ça veut dire qu'on a plein de propriétés mathématiques qu'on peut définir à partir de ça. On peut faire énormément de choses avec ça. Cela dit, en gros, on va s'arrêter là en ce qui concerne les mots, parce que ce qui nous intéresse pour de vrai, pourquoi je suis parti dans toutes ces histoires sur les mots ? Parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui était ici. Notre point de départ, c'est de dire on veut construire des langages, on veut les définir. Et on était parti du point de départ qui est de dire qu'un langage, c'est un ensemble. Donc tout ce que je sais faire avec un ensemble, je sais le faire avec un langage. Et c'est déjà ça. Sauf que non. Bien sûr, tout ça, je l'ai. Mais si je ne fais que ça, je ne fais que de la théorie des ensembles. Ce qui m'intéresse, c'est de faire de la théorie des langages. Et où est la différence ? Dans le fait que j'ai des mots. Et quelle différence ? J'ai la concaténation. Cette concaténation, on va l'utiliser pour partir du monde des mots et arriver jusqu'au monde des langages. Et c'est là le vrai point de départ de tout le reste de ce cours. Y a-t-il des questions ? Bon après-midi et à la semaine prochaine.